Bonjour. Bon, tu veux parler de quoi aujourd'hui? Ah ben moi je sais pas. De la pluie et du beau temps? Peut-être. De la conjoncture actuelle? Bon écoute, de toute façon il y a beaucoup de choses à voir, à dire. Il n'y a pas grand-chose en fait de changer dans le sens positif. Hein. Mais on va pas commencer comme ça. Non mais il y a tout qui part un peu. Hein. Ouais c'est ça, il y a tout qui part comme d'hab. Il y a quelqu'un qui t'écoute et qui t'appelle Monsieur Tout part à volo. Ah c'est Monsieur Tout part à volo. Il faut dire que hein, quand même. Bon alors moi j'aimerais parler en fait des gouvernements successifs là. Quand on était avec le gouvernement d'avant, on se sentait sur la sellette, parce qu'on sentait que chaque jour on nous pondait des lois qui allaient nous fragiliser, nous précariser un peu plus. Et que ce soit pour les riches ou pour les pauvres, c'est pareil au même. Oui. Hein, voilà. Hein. Donc c'est pas une histoire. Les riches, on leur pond des lois à leur défaveur, ils se cassent. Les pauvres, on peut pas trop se casser, mais bon. On le subit quand même. Hein? On est d'accord. Le problème de justement ça, c'est vrai que c'est à voir. Tout le monde enfin pas tout le monde, il y a beaucoup de gens qui envieraient les gens riches en pensant que c'est un peu la Dolce Vita. Mais c'est une erreur dans le sens que plus tu as quelque chose, plus tu es déjà jalousé, plus tu as de requins autour de toi qui cherchent à s'en emparer. Donc c'est une guerre perpétuelle en fait. Ouais. Ce qui veut dire que c'est pas pour prôner le fait d'être un pauvre diable au milieu de cette société, mais c'est pour dire que je pense pas que ça arrange les choses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont sur la sellette constamment, ils sont aux abois, et puis qu'ils cherchent à modifier je sais pas quoi au niveau de la structure sociale et de tout pour penser pouvoir se mettre un peu à l'abri. Oui, mais le problème entre les riches et les pauvres, c'est que les riches, ils ont peur de perdre ce qu'ils ont, et les pauvres, ils ont peur de plus avoir le peu qu'ils ont, c'est-à-dire le vital, quoi. Il y a l'aspect quantitatif est pesant sur l'homme. Ce qui veut dire que, tu vois, par exemple, une chose qui est assez extraordinaire. Tu n'as pas d'argent, tu n'es pas riche, tu n'as rien, mais il te reste, mettons, 50 € dans les poches. Tu perds 10 € sur ces 50 €. Ça va te chagriner, tu vas être contrarié, mais tu ne vas pas en faire une maladie. Un bonhomme qui se retrouve, je te dis ça parce que j'ai connu un cas, d'un bonhomme qui, lui, les millions lui tombaient dessus avec facilité. Il gagnait tout le temps, tout ce qu'il faisait comme opération, il était tout le temps gagnant. Ce qui veut dire qu'il s'est retrouvé à un moment donné, avec à l'époque, c'était en Suisse, une fortune quand même, qui représentait à peu près une vingtaine de millions de francs suisses, ça commence à faire quand même des sous. Un jour, il a perdu 500 000 francs en un jour dans une opération où il s'est loupé. Eh bien, il s'est suicidé. 500 000 francs, c'est 50 bâtons d'avant, quoi. Oui, ça fait plus, parce que c'est ça, des 500 000 francs suisses. Mais pour dire, sur le bonhomme, il a une fortune de 20 millions, il perd 500 000 francs et se suicide. Tu me diras, c'est un cas extrême. Ouais. Donc, il y a toujours l'aspect quantitatif représente un poids sur l'homme, et cette richesse, elle est intéressante, vue par un certain bout, mais elle a tout ce qui va avec de négatif. C'est sûr que quand tu as quelque chose, tu as peur de le perdre. Quand tu n'as rien. Voilà. En tout cas, pour parler des gouvernements successifs, donc je parlais du gouvernement d'avant, le gouvernement de maintenant, c'est pas mieux. Même on se demande si c'est pas pire. Je ne sais pas pourquoi, parce que quelqu'un s'attendait à ce que ce soit mieux. Oui, il y a des gens qui s'attendaient. Les gens du peuple s'attendaient à ce que ce soit mieux. Parce que soi-disant, c'est du socialisme. Le socialisme, dans le mot socialisme, il y a le mot social. Oui, mais je pense que ça veut dire qu'ils sont donc incorrigibles. C'est-à-dire que on le sait que de toute façon, enfin, il suffit de regarder un peu les choses par un certain bout pour voir que de toute façon, il y a une décadence qui est constante et exponentielle, ce qui veut dire que tu mettes un parti politique ou un autre, tu ne vas rien arranger, les choses continuent leur cheminement indépendamment des personnages que tu vas positionner. Ça va faire un peu, comment est-ce qu'il faut dire ça, ça fait distraction parce qu'il y a un changement, tout d'un coup c'est pas le même personnage qui cause,
il a l'air de dire autre chose, mais de toute manière, les choses se passent comme elles doivent se passer. C'est pas les politiques qui décident de ce qui va se produire. Ah ben non, surtout que maintenant, bon, il y a quand même cette construction européenne qui est un des paliers pour arriver à cette mondialisation, hein. Parce que, oui, puis voilà, bon. donc on sait par qui c'est dirigé, c'est quand même pas chaque pays de l'Europe qui a sa propre autonomie. Elle est sous le joug de à Bruxelles, c'est qui est derrière, c'est quand même les Américains. Oui, mais de toute façon, c'est pas ni les Américains, ni les ceci, ni les cela. C'est le scénario de cette fin de cycle qui se manifeste sous une forme qui est celle que l'on peut voir être en train de s'installer. Et il y a plein d'aléas pour ces gens-là. Ils ne savent pas très bien non plus par quel bout il faut prendre les choses. La preuve en est, c'est qu'ils sont constamment finalement en contradiction les uns les autres. Tu parles des Américains, des ci, des là. En ce moment, ils ont déjà assez à faire avec pas mal de trucs. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une période de décomposition, ce qui veut dire qu'il ne faut pas compter ni sur un politique ni sur un autre pour corriger quoi que ce soit. Il n'est pas là pour ça, déjà, même s'il le prétend ou qu'il croit ou qu'il imagine ou que les gens pensent que tout ça, ça n'a aucun rapport. La réalité, c'est qu'il n'est pas là pour ça. il suit le parcours, et puis il faut qu'actuellement les personnages les plus incompétents par rapport à ce que devrait être l'homme soient positionnés pour être les dirigeants de toute cette belle civilisation. Donc voilà, donc c'est normal qu'on mette des personnages de cet ordre. À présent, que je te dis qu'ils fassent partie de gauche ou de droite, je vois pas. Alors bon, si tu veux, il y a eu on crée toujours la peur, hein, pour mettre les gens encore plus dans une précarité psychologique, hein. Et donc on a fait tu vois, par rapport à l'euro, on a fait peur aux gens en leur disant que l'euro allait s'effondrer, etc. Alors que voilà, l'euro est en pleine ascension et il se porte très très bien. En fait, c'était pour encore créer, c'est un petit peu de politico-médiatique, tu vois, on crée des peurs pour que les gens vite se ruent sur tu vois, retirent leur argent, les placent ailleurs, etc. Et ça crée des mouvements, et il y a des gens apparemment qui se repaissent de cela, hein, d'accord? Ben, écoute, je veux dire que chaque fois que tu fais une manipulation avec de l'argent, soit tu es un spéculateur qui sait où placer ça de manière à être bénéficiaire, soit tu perds chaque fois. Exactement. Alors, il y a eu des mouvements comme ça, un petit peu des réseaux parallèles qui incitaient les gens à acheter de l'or. Alors, les gens achetaient de l'or. Alors, ceux qui continuent maintenant à acheter de l'or est au plus haut, là, ça sert à rien. Donc, c'est pas la peine d'aller acheter de l'or maintenant. Moi, on m'a toujours dit qu'on achète au son du clairon et on vend au son du canon. Ouais. Tu vois, donc c'est plus la peine d'aller acheter de l'or parce que vous êtes perdant. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut absolument faire, les gens qui ont un peu d'argent, qui doivent hériter de l'argent, de vite faire ce qu'il y a à faire, parce que c'est dans le collimateur actuellement. Ah, les héritages. Les héritages actuellement. Oui, tout à fait. Oui, parce que tu es au courant de cette histoire qu'on veut ponctionner 10% sur sur les épargnants. Les épargnants. Bon, c'est un peu dans le flou actuellement. Ils ont passé des trucs, mais enfin, rien n'est tout à fait clair. Mais par contre, au niveau des héritages, ceux qui ont de l'argent, ils ont intérêt de bouger là. Oui, c'est sûr. À présent, pour bouger, c'est pas évident. Faut bien se renseigner. Moi, je suis pas spécialiste en la matière parce que j'ai pas d'argent, j'ai pas à hériter, donc je suis pas je suis pas, disons, concerné comme ça en priorité. Mais par contre, ce que je pense, c'est que je vois les personnages qui ont vraiment de l'argent, qui savent le manier. En principe, ils ont toujours une société, c'est-à-dire une société à but non lucratif. Un truc social. Une association, ou alors comment est-ce qu'on appelle ça, c'est un autre une œuvre de bienfaisance. Non, c'est pas ça. Caritative. C'est un autre nom,
Ah, ça me reviendra, c'est un autre nom. Mais je vois ce qui se passe là. Ça veut dire qu'à un moment donné, il doit y avoir une position. Il se couvre derrière ça. Voilà, où tu peux changer les membres de la société en question et la fortune reste toujours à cette société. Donc tu changes les membres, ça veut dire que tu peux les transmettre dans ta famille, et puis voilà. Pour autant que cette famille soit évidemment soudée, autrement ça commence à chercher des misères. Parce que c'est bien facile. Disons, quelqu'un va hériter, il va vite se dépêcher. Mais après, quand il devra faire hériter, lui, ses propres enfants, pour une raison ou une autre, parce que ça va très vite des fois, et ben, c'est eux qui vont se faire ponctionner. Donc il faut essayer de trouver une solution qui empêche un peu, il faut essayer de serrer, de mettre une barrière. Bon, après, c'est toujours à voir, puis c'est toujours du provisoire. Mais il doit y avoir une fondation. Ah voilà. Une fondation. Une fondation, c'est toujours des choses à but non lucratif qui permettent d'engloutir du fric là-dedans. Comment ? Il faut créer une fondation. Je pense, à présent, il faudrait se renseigner chez un homme de loi pour savoir exactement quels sont comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour ne pas être obligé de chaque fois qu'il y ait une transmission du style d'un héritage. Parce qu'une association, elle peut demeurer à travers les années, les décennies et les siècles sans être sujette à un héritage. On change les membres, le directeur, le caissier, mais ça c'est dans toutes les boîtes. Hein. Et tu te rends compte que l'État a tous les droits de te prendre tes biens. Ah, c'est surtout, vraiment... il prend en tout cas tous les droits. Hein. Ben oui. Mais il en prend même d'autres, hein, c'est pas un souci. C'est ce qui veut dire qu'il n'y a pas... disons, si on va le chercher loin, il n'y a pas de parade véritable, parce que, après, il faut savoir, l'État, c'est qui ? Parce que l'État, c'est toujours un mot qui détermine quelque chose qui est très idéologique pour la plupart des gens. La preuve en est, ils vont voter pour celui-ci, pour celui-là, en pensant qu'ils vont changer quelque chose. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est que l'État ? C'est une machine qui est là et qui n'a pas qui est sans âme et puis qui suit qui suit un parcours qui est constamment, disons, on pourrait dire, c'est l'ennemi de l'homme. L'État, c'est pas la protection du citoyen, et puis c'est pas quelque chose, en tout cas actuellement, je dis pas que ça a toujours nécessairement été comme ça, mais en tout cas actuellement, l'État, c'est l'ennemi de l'homme, en somme. Voilà. Ça. Au même titre que la machine est l'ennemi de l'homme. Tu vois, même un homme comme Einstein, il avait repéré l'histoire de la machine. Tu vois, moi, quand je dis que la machine, elle est là pour détruire l'homme. Elle s'est mise à jour pour ça, parce que c'est son but. Faut bien comprendre ça. Le but c'est pas le but de la machine en elle-même. Elle est l'instrument qui est là pour détruire l'homme. Bon. Mais même, tu vois, un homme comme Einstein, il l'avait repéré à un moment donné dans sa vie. Il s'est mordu les doigts suffisamment pour le fait d'avoir parlé de ce qu'il a parlé, énoncé ce qu'il a énoncé, donné tous les tuyaux qu'il a pu donner sur le plan scientifique moderne, là, il s'en est mordu les doigts. Tu vois, j'ai écouté, là, actuellement je m'intéresse à la physique quantique, tu vois, j'ai envie de me plonger un peu plus pour vraiment, parce que j'ai compris un peu intuitivement ce que ça représentait, mais je ne saurais pas te l'expliquer vraiment. Donc je fais des recherches, etc. Donc je regarde pas mal de vidéos, et je n'ai pas pu m'empêcher de regarder ce que disent les personnages dont on avait parlé une fois. Tu te rappelles ce couple de ces jumeaux là russes? Ils ont écrit un bouquin, le visage de Dieu, je crois, c'est le titre, c'est ça, et ça leur a apporté énormément de problèmes de la part de la communauté scientifique, parce qu'à partir du moment où tu parles de Dieu, quand tu es scientifique, tu es un hérétique. Tout est inversé, hein, tu vois. Oui, donc l'hérésie, c'est que il faut pas parler de Dieu, quoi. Alors à un moment donné, eux, ils disaient que voilà, le Big Bang c'est bien, mais
qu'est-ce qui a déclenché le Big Bang? Qu'est-ce qui a craqué l'allumette pour déclencher ce Big Bang? Si Big Bang, il y a eu. Voilà, parce que dire le Big Bang c'est bien, c'est déjà de trop. Oui, voilà, bon. Alors, mais déjà, eux, ils vont un peu plus loin quand même malgré tout. C'est qu'ils se posent la question, qui est le protagoniste de ça, de toute cette manifestation finalement. Et à partir du moment, parce qu'ils faisaient une émission à la télé, ils ont voulu aborder ça, on leur a dit c'est interdiction d'aller évoquer ça. Tu te rends compte? Interdiction, oui, c'est grave, sûr, quoi. Bien sûr, donc ça remet en question des enjeux, c'est des enjeux qui sont très... C'est grave, quoi, de remettre en question. Mais bon, après, je vois pas très bien. Après, il y a certainement donc toute une manœuvre pour empêcher ces deux personnages d'aborder ça, parce que comme ils sont pas vraiment des personnages clés qui sont, disons, les références de ce que peut représenter une connaissance concernant la création, je sais pas où ça chatouille. Parce qu'il existe dans le domaine scientifique traditionnel des études possibles qui permettent de comprendre non seulement sur le plan sentimental avec un Dieu unique qui est là et qui régit tout ça, mais où on peut rentrer dans un domaine plus scientifique dans le sens réel du terme, c'est-à-dire sur le plan métaphysique même, c'est-à-dire une connaissance de principe qui amène à cette connaissance de ce qui a pu être appelé Dieu par la suite, pour le montrer sous une forme accessible à l'homme. D'accord, mais c'est voilà. De la part d'un scientifique moderne, c'est peut-être un premier pas pour comprendre et aller chercher après plus loin. En tout cas, déjà de se poser la question, c'est déjà pas mal. C'est rare dans cette communauté. Voilà. Bon. Non, en tout cas, dans cette communauté scientifique, il y a deux écoles. En a beaucoup qui se posent la question. Oui, il y a deux écoles. Il y a ceux qui font partie de Einstein, etc., qui se posent la question de qui est derrière tout ça. Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Et puis d'autres qui pensent que c'est le hasard qui a fait que cette manifestation, cette création a vu le jour. Voilà, mais il y a encore certainement une autre catégorie, c'est ceux qui tout d'un coup voient un peu clair et abandonnent, disons, en silence tout ce brouhaha pseudo-scientifique et pseudo-religieux d'ailleurs par la même occasion, et vont, disons, suivre une voie qui leur permette d'aboutir à une connaissance véritable, parce que ça, on ne l'obtient pas par des explications, par des palabres qui n'en finissent plus, ni des recherches scientifiques dans le sens moderne du terme, c'est-à-dire ces différentes expérimentations, ces calculs. Oui, ou prouver avec la science moderne c'est pas les choses, c'est un non-sens. C'est restrictif. C'est restrictif, voilà. C'est restrictif, donc ça n'aboutit pas au résultat espéré. C'est quoi? Je t'ai envoyé une phrase là, que j'ai mis d'ailleurs sur mon Facebook de Einstein, qui est un personnage quand même intéressant. C'est pourtant, il fait partie de cette vague de scientifiques modernes malgré tout. Oui, mais bon, d'ailleurs il a joué son rôle. Hein. Alors je sais pas si je l'ai comme ça là. Mais si, je l'ai envoyé. Oui, mais peut-être, mais je ne sais plus quand, et puis donc. Hier. Je ne l'ai pas sous la main, malheureusement. Bon, qui dit, en gros, c'est qu'un scientifique qui digne de ce nom, moi je traduis un petit peu, il en arrive à la conclusion que derrière tout ça, il y a un grand esprit immensément plus grand que l'esprit de l'homme. Voilà. C'est d'ailleurs lui, c'est ce qui lui est arrivé à un moment donné. Il a bien dit que s'il avait été instruit, il n'aurait jamais énoncé ce qu'il a énoncé. C'est-à-dire qu'il a eu, il s'est retrouvé parachuté dans cette société, dans ce milieu, dans cette ignorance, et lui, il avait une acuité qui lui permettait de voir un peu plus à travers les choses, de manière à toucher un peu les raisons. Et puis après, il y a eu un doux mélange, et il a cru qu'en énonçant ce qu'il a énoncé, il allait éclairer le monde, éclairer son entourage, de manière à les amener vers
vers la lumière, et ça a été complètement le contraire, parce qu'avec sa formule... Il a été plein d'admiration à un moment donné pour un homme comme Gandhi, mais simplement, tu vois, où il y a la fatalité des choses, c'est qu'un homme comme Gandhi, il l'a rencontré, ils se sont rencontrés, donc s'il y avait eu... on se serait trouvé dans un autre contexte, tout ça, il aurait tout abandonné pour suivre un homme comme Gandhi, puisque Gandhi était détenteur de la connaissance que lui cherchait, en réalité. Mais lui, il a cherché par un bout qu'il l'amenait dans une voie de garage, alors que Gandhi suivait tout simplement une voie qui, elle, fait partie de l'hindouisme et qui est intégrée dans la tradition même. Donc, un suit par un bout profane, l'autre par le côté sacré. Donc, s'il y avait eu un autre contexte, il abandonnait tout pour aller là. Donc, fatalement, il était là pour jouer ce jeu-là. Oui, tout à fait. Parce qu'il a suivi une voie de perdition au lieu de suivre la voie de la réalisation. Ben voilà, c'était le signe des temps. Mais il a été récupéré parce que, bon, de sa formule, tu as vu ce qu'on en a fait. C'était marqué d'avance, hein, tout ça. On a fabriqué cette bombe nucléaire. Oui, bon, c'est pas lui qui est à l'origine totale de tout ça, mais pour dire, on lui a mis beaucoup de choses sur le dos, quoi. Voilà. Et puis lui, il a regretté beaucoup de tout ce... tu vois, c'est comme disait mon père, quand la bubesque, on commence à voir clair, lui, c'est ce qui lui est arrivé aussi. Hein. C'est quand il a commencé il a commencé à voir clair, un peu plus loin, il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai été raconté là? Voilà, donc c'est vrai que ça... Moi, cette attitude-là me le fait remarquer plus que tout ce qu'il a bien pu inventer, toi, où tout le monde se pâme devant les inventions. Moi, c'est surtout ça, c'est qu'il a eu un moment de lucidité. Voilà, il a réussi à prendre le recul. Tant mieux, hein, ma foi. Lucidité, mais le mal était fait. Lucidité que les anciens avaient, puisqu'ils avaient ces connaissances-là. Oui. Contrairement à ce que prône l'idéologie progressiste actuelle, comme quoi les anciens étaient des teubés, oui, mais bon, des bêtes, alors que maintenant on va de plus en plus vers la lumière. Voilà. La lumière en question, c'est la lumière du feu qui est en train de cramer, quoi. C'est la lumière de l'incendie, surtout. On va de plus en plus vite vers la lumière. Mais vers la lumière de l'incendie, on voit bien que tout se dégrade quand même, sans vouloir chercher les poux. On voit bien que tout se dégrade, et puis tous ces élans de tout d'un coup eureka, on a retrouvé nous, je sais pas quoi, c'est toujours en fait le côté obscur de l'histoire. Tu vois dans tous les domaines, actuellement il y a beaucoup de tartinage qui se fait autour du Tibet, du Dalai Lama, de tout ça, mais en réalité, si on a la moindre idée de ce que représente un personnage comme le Dalai Lama, il y a quelque chose qui détonne d'entre ce que l'on en voit, ce que l'on nous montre, et ce que c'est dans la réalité. Voilà. Alors, Kesako, non, là, je te dis... le Dalai Lama, c'est un pion comme un autre, hein, qui suit les influences. Donc, c'est pas le Dalai Lama dans le sens traditionnel du terme, à partir de là, voilà. Comme tous les représentants religieux actuels de toutes les religions ou voies spirituelles. Voilà, donc on peut placer ça d'une manière directe, et puis à partir de là, chercher donc ce qui peut nous permettre d'amener vers un éclaircissement. C'est pas mal, remarque, parce qu'ils font partie, ils peuvent faire office de référence en tant que ce que ça ne doit pas être, ce que ça n'est pas. Voilà. Voilà. Ouais. C'est l'anti-référence. Oui, mais pour avoir une connaissance qui permette ça, il faut quand même, il faut la moindre des choses, quoi. Tu me diras que si la grâce peut te permettre d'avoir cette vision directe, qui te permet de voir l'authenticité d'une chose ou pas, sans que tu aies suivi une école particulière. Mais je veux dire, disons que, en tout cas, moi, tout ce que je vois actuellement, je vois rien briller qui amène, qui semble amener un éclaircissement intéressant. Alors pour en revenir à la quantique, comme on dit, en fait, ça met
le monde scientifique moderne face à une réalité, c'est qu'il y a tout un monde invisible devant lequel ils restent stupéfaits. Ils ne peuvent, tu vois, qu'ils ne comprennent pas. Et puis ils le comprennent de moins en moins. Voilà. C'est ce qui amène. Disons, plus ils cherchent, moins ils comprennent. C'est ce qu'il faut arriver à bien voir, ça. Une science, normalement, elle arrive de plus en plus près du but. Là, elle s'éloigne de plus en plus du but. Et elle te trouve de plus en plus. Parce qu'elle te cache de plus en plus la réalité. Ah, certaines réalités. Certaines réalités. Parce que la réalité, comme telle, comme ils la connaissent de moins en moins, le peu qu'ils en connaissaient, ils l'ont perdu au cours de route. C'est comme quand tu vas à l'école, le peu que tu savais quand tu étais enfant, de manière infuse, tu le perds au contact de ces pseudo-études qui t'apprennent à ignorer la réalité de ce que représente la vie. Parce que dans la physique classique, on peut tout expliquer, entre guillemets. Voilà, une pomme, elle tombe, la loi de l'attraction, et c'est une démarche déterministe des choses. Donc on peut t'expliquer que telle chose qui part d'un point va arriver à tel point, etc. Bon, mais ils en sont quand même dans le doute. Alors que la physique quantique, on ne peut plus rien expliquer. Quelque chose peut se manifester à un endroit, puis d'un coup la même chose à un autre endroit, à 1000 lieues, sans que tu aies vu le déplacement. Donc, comment se fait-il? C'est de la science-fiction, pratiquement, tu vois? Comment se fait-il? Et ça, ils n'arrivent pas à l'expliquer. Oui, mais parce que tu comprends, la façon d'aborder la chose ne te permet pas d'arriver à une explication tangible, puisqu'il n'y en a pas. Alors, on pourra dire, par exemple, moi, quelque chose qui est beaucoup plus parlant, tu vois, pour revenir au Soleil, on va parler du Soleil, qui est une masse gazeuse de X proportions, X grandeur, avec tant de degrés, qui là, qui tralali, qui tralala. La proposition sur un autre plan, sur le plan traditionnel, c'est que le Soleil, c'est l'œil de Dieu. Donc c'est l'œil par lequel il voit tout ce qui se passe sur la Terre ou dans l'ensemble de contexte de manifester. Et en même temps, c'est l'œil qui permet à tous les personnages manifestés de voir. Donc c'est le Soleil qui te permet de voir, et c'est en même temps l'œil de Dieu. Et ça te permet d'être aussi, parce que sans lumière, il n'y a rien qui naît. Voilà, mais en tout cas, c'est l'œil par lequel il voit, et c'est l'œil qui te permet de voir. Moi, ça me parle beaucoup plus que la masse gazeuse, les kilomètres, c'est un autre sujet. Voilà, là, d'après, il faut aller chercher à comprendre quel est le rapport qu'il y a donc entre nos propres yeux et puis le Soleil lui-même. Il y a un rapport précis qui est là. Tu vois, et pour arriver à le trouver, ce rapport. Et puis voir la différence qu'il y a entre lui qui est actif et nos propres yeux qui vont se retrouver être passifs. Tu comprends? C'est comme la Lune, elle est claire, mais elle est claire que pour autant que le Soleil se manifeste sur elle. S'il n'y a pas le Soleil, c'est rien, c'est mort, ça n'existe plus. Voilà, et nos yeux, c'est pareil. C'est-à-dire que la valeur symbolique pour l'homme était beaucoup plus intéressante que d'avoir une connaissance comme ça, physique des choses. Et quand tu parles du symbolisme, faut de nouveau corriger quelque chose, parce qu'actuellement le symbolisme, c'est quelque chose qui est moindre par rapport au rationalisme, c'est-à-dire quelque chose qui est symbolique, c'est quelque chose qui... C'est une extrapolation. Voilà, on rentre un peu dans des nuances. Dans du délire. Alors que c'est pas vrai, le symbolisme, dans le sens traditionnel du terme, il est le langage qui va le plus loin, qui est le plus approprié, pour justement approcher une connaissance qui ne peut pas être exprimée autrement que par le symbole. Mais par contre, qui est parlante et qui est opérante d'une manière effective. Voilà ce que c'est que le symbolisme sur le plan traditionnel. Tandis que le symbolisme sur le plan profane, c'est rien du tout. Oui. C'est une vision de l'homme. Voilà. Mais le symbolisme, c'est ce qui exprime au mieux les mystères, en fait. Bien sûr.
Oui, il n'y a pas moyen. C'est pour ça que dans les livres anciens, on trouve beaucoup d'écrits qui ont l'allure de contes. Un conte, c'est pas rien qu'une histoire pour amuser les gamins, pour les faire dormir. C'est un conte quand il est juste par rapport aux séances traditionnelles, qu'il n'a pas été galvaudé et saligoté par les psys modernes qui veulent arranger ça à leur sauce comme Bettelheim et ces personnages-là. Bruno Bettelheim. Ouais, c'est des personnages abjects, ça, par rapport, si on le regarde par les yeux traditionnels. Hein. Tu regardes ça, tu dis, c'est pas possible qu'un monstre pareil puisse émerger. Mais enfin, voilà, c'est comme ça. Alors, oui, pourquoi? Parce que pour lui, c'est une explication psychologique des choses. Oui, mais c'est psychologique à sa manière, c'est-à-dire c'est toujours un truc, ça sent mauvais. Voilà, alors qu'il s'agit d'exprimer de la beauté, de la grandeur qui ne peut pas être exprimée autrement, justement que par un symbole, voilà. Donc là, non, c'est transformé. C'est des alchimistes qui transforment l'or en plomb. C'est-à-dire, voilà. au lieu de styliser les choses, on les caricature. Voilà, c'est ça, de toute façon. Ouais. Alors disons qu'il faut faire attention à ça, puis il y a des contes anciens qui sont, pour moi, très percutants et remplis de secrets qui sont distribués avec générosité, mais il faut se donner la peine de se pencher là-dessus, vraiment. Ça ne sert à rien d'aller chercher les poux d'une autre manière, parce qu'il y a une porte fermée, c'est normal ça. Puis là on s'éloigne de tout, de plus en plus vite, et de plus en plus puissamment, en ayant l'impression de s'en approcher. Ça c'est de nouveau une ivresse qui est comme ça. Plus l'homme s'éloigne de son principe, plus il a l'impression de s'en approcher. J'ai déjà parlé de ça quand je parlais de l'ivresse des profondeurs, c'est ça. Plus tu descends, plus tu crois que tu montes. Tu vois, en plongée, il y a vraiment ce phénomène-là. Quand tu as perdu vraiment tu sais plus où est la surface de l'eau, parce que tu es en pleine eau. Oui, toi tu connais, tu as fait de la plongée. Oui, tu vas donner des coups de palme, tu sais pas si tu vas en haut ou en bas. Mais il faut descendre déjà 500 mètres. Il faut plus avoir la perception c'est ça. De la surface de l'eau. Voilà, c'est ça. Donc, voilà où se trouve. Actuellement, il n'y a plus cette perception, ce qui veut dire que comme il n'y a pas de référentiel qui te permette de te donner l'indication dans quel sens ça va, tu ne peux pas le savoir comme ça spontanément, à moins que ça, oui, par la grâce de Dieu. Mais je veux dire, comme les choses doivent actuellement aller dans ce sens-là, un personnage, il a l'impression qu'il a trouvé le fil à couper le beurre, puis en fait, il est en train de se noyer et d'entraîner les autres. Voilà, il est en train de plonger dans le décor. Puis moi, je vois tous ces philosophes que je vois et que j'entends actuellement, qui viennent raconter leur salade, parce qui viennent revivifier, je sais pas quoi. Pour moi, bon, en fait, c'est de l'embrouillage de plus. Puis voilà. Ils viennent raconter leur délire à eux. Voilà. Moi, les seules solutions que je vois, c'est la participation à un monde traditionnel avec les références des personnages clés. On en a déjà parlé, on les a déjà donnés suffisamment. Et puis voilà, j'ai eu affaire récemment à des gens qui me parlaient des arts martiaux. Moi, en dehors d'un Erigel, je connais personne. Tous les autres, je connais des braves gens, des gens qui sont des gymnastes réussis, qui savent faire le saut périlleux dans tous les sens, qui ont tout ce que tu veux, mais j'entends qu'est-ce que les arts martiaux, avec l'esprit qui correspond. Il n'y a qu'un homme comme Erigel qui, est, pour moi, m'a présenté ça de manière à ce que ce soit, on voit que c'est de l'authentique. Tu vois? Donc celui qui s'y intéresse, moi je peux que recommander ça. Après on me dira, c'est mon point de vue aussi. Et j'entends que, voilà, s'il y a beaucoup de gens qui cherchent, ils peuvent se donner la peine de jeter un œil là-dessus, ils verront que la vérité, comme je l'ai déjà dit, n'a pas besoin de preuve, elle est la preuve. Puis elle a un parfum particulier et on la reconnaît, mais c'est vrai que quand on n'a pas les bonnes lunettes, on peut croire la reconnaître.
et se fourvoyer. Oui, parce que ça peut très bien être quelque chose qui apparaît comme étant vrai tout simplement parce que ça nous convient. Alors il ne s'agit pas d'une convenance, il ne s'agit pas de chercher quelque chose qui nous plaise, chercher quelque chose qui nous fait du bien, qui nous plaise, qui nous convient. Parce qu'on peut très bien avoir soi-même des carences telles qu'on va aimer des choses qui ne le sont pas aimables. On le voit dans le domaine de l'art, il y a des gens qui spamment devant des trucs qui, franchement parlé, un chien il passe devant, tu vois, je veux dire, c'est en dessous de tout, et ça devient une œuvre d'art, tu vas chercher pourquoi. C'est parce que, à un moment donné, quand tu es atteint d'une certaine maladie, ça doit te donner un effet particulier. Non, mais ça fait écho à ta maladie. Et certainement. Du coup, voilà, Moi, je vois ça, en tout cas, à plusieurs reprises dans l'art moderne. Il y a qu'à voir ce Christ Peace, là. Ah oui, non, mais on va pas reparler. Puis d'autres trucs. Récemment, j'ai vu sur un journal un bonhomme qui est dans un château, tralala, et qui a mis... Tu rentres dans sa cour, il y a déjà, pour commencer, la première œuvre d'art, c'est une voiture ancienne tournée sur le toit. Donc, s'il vend cette œuvre d'art, elle va coûter plus cher que celle qui est sur les roues. Pour moi, c'est significatif, quand même, tu vois. Quand tu vends une voiture sur le toit plus chère que celle qui est sur les roues, c'est bien, c'est comme tu dis, ça se présente pour ce que c'est. Tu dis, non, mais non, là, il faut aller voir ça, je sais pas par quel bout. Non, mais il y a tout un phénomène, justement, de mode, il y a tout un snobisme autour des choses qui font que, voilà, ça fait bien d'aimer ça, parce qu'on est dans le coup de tout, on est dans l'air du temps, etc. Voilà, c'est ça qu'on paye. Voilà. C'est pour ça que, pour moi, disons, tout ça, c'est du bouillon pour les morts, et puis voilà. Ce que je recommanderais plutôt à des jeunes gens actuellement, ce qui cherchent une occupation, pour ceux qui ont envie de s'occuper, c'est de chercher à apprendre un métier, un vrai métier. Ils verront bien s'ils ont du boulot après, c'est un autre sujet. De toute façon, s'ils n'en ont pas avec un métier, ils n'en ont pas avec rien. C'est pas compliqué. Mais au lieu de se laisser bercer par toutes ces inanités, ils apprennent un vrai métier, ils vont se retrouver dans une posture interne où ils vont se retrouver d'aplomb à quelque part. Parce que c'est comme un chemin initiatique, hein, l'apprentissage d'un vrai métier. Parce que tu es obligé, un métier t'oblige à te comporter, tu ne peux pas faire n'importe quoi. L'artiste moderne, c'est une déviation de l'artisan ancien, où il n'y avait pas d'artistes, c'était que des artisans. Et puis l'artiste, c'est un personnage qui peut se permettre n'importe quelle absurdité, parce que mieux vaut faire une absurdité nouvelle que de copier quelque chose qui est parfaitement d'aplomb, mais qui a déjà été fait. Voilà, c'est pour exprimer l'originalité du pseudo-artiste. C'est l'originalité dans un sens le plus négatif du terme. Plus on est délirant, mieux c'est. Plus on est décalé, mieux c'est. C'est ça. Alors moi j'ai connu des personnages comme des sculpteurs qui faisaient de l'ornemental, eux ils sculptent ce que tu leur demandes. Tu vas restaurer un portique ancien qui est très décoré, il faut restaurer, eux ils te resculptent ce portique, si tu veux, ils te le recopient, mais ils cherchent pour inventer l'eau chaude. L'eau chaude elle est là, l'eau elle est présente, il n'y a pas besoin de l'inventer, c'est pas un problème. Tu vois, il s'agit de retrouver la posture qui te permet d'être en conformité justement avec le métier que tu appliques. Quand tu as déjà trouvé celle-là, tu as déjà fait un bon bout d'avance sur la recherche, sur une recherche d'ailleurs d'ordre spirituel. C'est un support qui vaut de l'or, ça. Ouais. Tandis que toutes les théories à bonbons, à tartampion sur le quantique ou le je sais pas quoi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Toujours est-il que j'ai vu un extrait là de cette émission là, comment elle s'appelle déjà, On n'est pas couché, où il y avait donc ces deux zigotos là, complètement défigurés. Il faut voir comment ils sont défigurés. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait à leur visage, mais franchement, et dans quel but ils ont fait ça. Franchement, c'est assez monstrueux quand même. Hein. Ils se sont fait rajouter des pommettes, du menton, etc. Bon. Bref, quand ils sont venus présenter leur nouveau livre, je ne sais plus comment il s'appelle,
en fait, le fait qu'ils évoquent l'existence de Dieu, ça gêne vraiment beaucoup, quoi. Tu verrais les réactions, déjà on les tourne on tourne à la dérision ce qu'ils disent, on se moque, donc on leur en veut d'évoquer Dieu. Je comprends pas cette réaction. Oh, moi oui, puis je comprends aussi ce qui est sous-jacent à tout ça, c'est que tu vois, il a fallu galvauder les choses de manière à ce que tout le monde rejette Dieu, et à présent il faut faire en sorte que tout le monde reveuille Dieu. Ce qui veut dire qu'on va lui fournir un Dieu déjà stéréotypé, on l'a déjà préparé d'avance, donc il arrivera plein pot au bon moment, puis tout le monde sera dévot. C'est l'antichrist, c'est les prophètes qui arrivent. On parle de l'antichrist, on évoque l'antichrist. C'est ça. Donc ils vont nous fournir un antichrist et tout ça. Voilà, donc ils travaillent, ils sont en train de travailler ils font les porte-drapeaux pour justement ce mouvement. Sans s'en rendre compte, voilà. Parce que je pense qu'ils mettent la population pour ils se mettent. Il y a des gens, quand ils parlent de Dieu, ils réussissent, même ceux qui en parlent en étant d'ailleurs des personnages qui ont une certaine valeur. Un prêtre actuellement, quand il parle de Dieu, il met toute une quantité de population contre lui. Parce que, en fait, c'est de nouveau des bondieuseries, des histoires, des ci, des là. Eux, quand ils parlent de Dieu, ils mettent cette même population pour eux. Parce qu'ils ont une attitude qui fait que c'est pas le même Dieu que parlaient les prêtres. Donc, donc on va le prendre pour argent comptant. Parce que les prêtres, les vrais entre guillemets prêtres, ont failli aussi quelque part. Ben c'est comme tu dis, c'est qu'ils étaient entre guillemets. Oui. Parce que les autres, ils ont fermé leur bec, ils sont retirés dans l'anonymat. Dans le silence. Oui, dans le silence. Donc moi, tous ces mouvements, je le vois bien arriver. Donc moi, je vois ça arriver, après je ne peux pas l'expliquer comme ça. De Dieu. Comment? Oui, ouais. Donc après, parce qu'il va falloir... Là, la mise en place quand tu parles de ce nouvel ordre mondial, inclut une religion. Une religion unique. Une religion unique. Et cette religion unique, évidemment, ça va être une espèce de syncrétisme. C'est un machin factice. C'est bidon, inévitablement. Simplement, il faut que ça ait une certaine allure pour que le côté bidon ne se voie pas spontanément. Voilà. Oui, mais le côté grotesque, puisque ils ne pourront pas y échapper à ça. L'illusion, enfin, les stratèges du diable, c'est que il a beau faire singer Dieu, il y a un côté grotesque. Ben oui. Donc le grotesque, on va bien finir par le voir. Ah, mais pour donc pas vivre de manière grotesque, il faut avoir les yeux qui vont avec. Ouais, mais là comme on oblige tout le monde à vivre de façon grotesque, on est en train de mimer des singes de mauvaises, des singes malades au lieu d'être en train de vivre comme des hommes. Bien comprendre ça. Et puis les personnages qui sont vus, il n'y a qu'à voir les vedettes, il n'y a qu'à voir tous ces personnages qui sont là pour t'attirer par les pieds d'une manière continue. Vers le bas. Tu vois, que ce soit filles ou garçons, et c'est pas des personnages qui sont mis en avant comme justement des guides qui devraient t'amener vers la lumière, qui te tirent vers l'obscurité d'une manière systématique. Tout à fait, c'est dans ces vedettes, plus tu es jeune, plus tu meurs jeune, détruit, destroy, et plus tu deviens une idole, tu vois, plus tu es vénéré. Oui, puis leurs paroles fait foi, on écoute ce qu'ils ont dit, même si c'est sur des sujets dont ils ignorent le début, ils ne savent même pas de quoi il s'agit, ça fait rien, ils ont dit ça, donc hop, ça prend du poids parce que ils ont X admirateurs, etc. Puis un admirateur, en général, dans ce domaine-là, il est totalement aveuglé par cette fausse lumière. Alors que la plupart, quand tu vois leur vie de ces jeunes là, qui sont morts là, à 27 ans, la plupart, c'est des gens qui sont victimes, mais victimes au dernier degré, quoi, de tout un système, il y a eu toute une génération vraiment victime où tu vois on a prôné la drogue comme si c'était quelque chose, tu vois, une valeur. Quelqu'un qui ne se droguait pas, c'était quelqu'un qui était out,
en dehors de la mode. Fallait se droguer, fallait être pour les femmes le plus maigre possible. Alors donc anorexique à fond. Enfin, c'est vraiment l'anti-vie. Eh ben ça, c'était à la mode. Bien sûr. C'était à la mode, il fallait. Et puis ces vedettes, ils font les porte-drapeaux, donc ils sont les premières victimes du jeu. Et voilà. Mais ils sont admirés parce qu'ils sont là, c'est des vedettes, c'est des gens qui sont dans l'aisance, dans la richesse. En général, ils prennent des modèles de personnages qui sont attirants, attractifs par un bout ou par un autre, mais ils savent les choisir. Attends, alors maintenant, c'est plus la même histoire. Maintenant, c'est les nanas, faut qu'elles soient de plus en plus pulpeuses. Alors elles se font gonfler les seins, les fesses, les lèvres. Enfin, faut que ça brille. Les hommes, faut que ça brille. Faut que ça. C'est la génération bling bling là. Et puis ça se tortille dans tous les sens. C'est très suggestif, mais de mauvais goût. Mais vraiment, c'est du porno chic, mais même plus chic, c'est du porno, ça n'a plus même pas de classe, quoi. La jeunesse voit ça, puis est habituée à ça, hein. Une nana à moitié à poil, ça choque plus personne maintenant. Non. Hein, on en est là, mais il y a quand même parmi ces jeunes des personnages qui prennent une autre direction. Ouais, mais c'est pas la masse, hein. Non, bien sûr que non, c'est jamais la masse. Mais déjà, le fait qu'il y en ait encore qui le fassent, c'est quand même un signe d'espoir, pas dans le sens de corriger cette société, mais de voir que l'homme en tant que tel reste présent malgré tout ça. Et puis même s'il doit passer par les affres de la mort, et ben, à un moment donné, il ne renaîtra pas autre chose qu'un homme, quoi. Et voilà. dans certains groupes de rap là, complètement dégénérés, pareil, hein, des petits jeunes qui, soi-disant musulmans, qui font des clips, mais vraiment... Il y en a pour tous les goûts. Mais ils font par exemple, ils font leurs ablutions avec de la vodka, ils prônent je sais pas quoi. Même au niveau beaucoup plus brillant, il y a quelque chose qui est présent en priorité. Là, on a parlé l'autre jour de cette, comment elle s'appelle, Leili. Ah oui, Leili Anwar. Voilà. Tu vas pas dire du mal d'elle. Mais je ne dis rien de mal, je dis tout simplement que, voilà, moi j'aime beaucoup cette dame, de la façon dont elle exprime. C'est une séductrice. Comment? C'est une séductrice. Ben oui, elle est passée une séductrice. Elle est représentative de la séduction sous une forme qui n'est pas celle de montrer ses atouts avec un décolleté, je sais pas quoi, mais elle a quelque chose de séduisant et la séduction en elle-même, voilà ce qu'elle représente aussi. Oui, mais elle séduit avec donc il y a toujours, partout, à tous les étages, cet aspect-là qui est présent, qui est la séduction, pour dire, qui t'attire de par ce bout-là. Un personnage comme, par exemple, Sainte Thérèse de Lisieux, j'en parle beaucoup parce que, voilà... Elle n'a pas ça. Eh bien, elle n'a pas ça. Elle n'est pas séduisante. Tu comprends? Voilà. Donc pour arriver à... Tu veux dire qu'une femme ne doit pas être séduisante? Non, c'est pas, elle ne doit pas. Je veux dire que c'est significatif à un certain degré. C'est tout. Cette séduction peut être d'ailleurs une nécessité aussi, puis elle peut aller plus loin que sa propre séduction, c'est pas ça. Mais je veux dire, là, ce qui est visible, comme même chez cette dame-là, c'est la manière dont elle approche, elle aborde ces choses. Il y a un côté de séduction, parce qu'il manque quand même une dimension. Oui, mais c'est pas une séduction pour t'emmener vers un piège. Oh, mais je ne vais pas lui prêter des mauvaises intentions. Non. Mais je veux dire, celui qui tend les pièges, il ne se fait pas de soucis à savoir si quelqu'un est d'accord avec lui ou pas. D'accord, alors tu veux dire qu'elle peut être aussi le jouet de quelque chose? Bien sûr. Bien sûr. Alors, moi j'ai écouté pas mal de choses, c'est vrai qu'il y a des endroits où elle se fourvoie pas mal. Hein, notamment par rapport au féminisme, elle croit au féminisme, bon, c'est un leurre. Hein. Par rapport à la psychanalyse, elle fait référence à des personnages comme Freud, on sait ce que représente Freud. Hein. Freud, c'est pas une référence, c'est un malade, cocaïnomane. Comme actuellement, il y a beaucoup de références à un personnage comme Jung. Tu connais Jung? J'ai touché de trop près ces braves gens pour moi, c'est foutu
me l'a chanté, tu comprends? Parce que moi j'étais plutôt dans la région où il habitait lui, mais moi je suis jeune, donc je ne l'ai pas connu comme ça, mais je connaissais des gens qui étaient ses voisins. J'ai connu entre autres le docteur Sen, qui est un personnage qui a donné beaucoup de cours sur l'homéopathie. Uniciste, non? Oui. Et puis je l'ai connu, lui, personnellement. Et j'ai suivi d'ailleurs un petit cours à un moment donné, ça m'a intéressé. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous reste 4 minutes. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que ils connaissaient Jung. Et à un moment donné, ils ont habité, je crois, dans la même maison d'ailleurs. Et à un moment donné, Sen avait sa fille qui était anorexique. Et Jung lui garantissait qu'il allait trouver la solution par sa manière d'approcher la psychanalyse, la psychologie, enfin je sais pas comment appeler ça. Et Sen, lui, cherchait de son côté. Et puis quand Sen a trouvé la solution qui a fait que sa fille, du jour au lendemain, d'une heure à l'autre, on peut dire, a passé de l'anorexie à la norme, ça l'a rendu malade, c'est-à-dire il a fait une dépression. Jung. Ouais. Et puis il a commencé à ergoter un petit peu comme un bonnet, c'est-à-dire qu'il est devenu un peu gâteux, mais que tout ça était passé sous silence parce qu'il avait quand même toute une notoriété qu'on peut commencer à remettre en question, justement parce que ça va dans le sens de la décadence. Ouais. Alors, donc voilà comment je vous présente. À présent, je ne veux pas dire que c'est peut-être un bon type, hein, lui. Il cherchait à faire bien, certainement. Moi, je ne vais pas dire que les gens cherchent à faire bien. Non, ce qu'on remet en question, c'est ce qu'il est venu énoncer. Voilà, mais c'est en aucun cas une référence pour aller chercher à savoir qu'est-ce qu'un homme. Voilà. C'est déjà qu'est-ce qu'un homme, c'est en tout cas pas ça. C'est en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'il avait trouvé, Sen, justement, qui remettait en question les autovaccins? Il allait chercher dans l'estomac du malade un truc que je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, et il en faisait un autovaccin, il le faisait ingurgiter au personnage et instantanément. C'est de l'isopathie? Je ne sais pas comment appeler ça, oui, on peut appeler ça de l'isopathie, mais ça reste quand même une préparation homéopathique, dans le sens qu'il faut isoler quelque chose. Puis ensuite de ça, en faire une dilution. Donc, c'était en train de dire que Sen a découvert un autovaccin qui permettait de guérir, de corriger ce problème d'anorexie. Voilà, même si après on va aller chercher, parce que quelqu'un qui a anorexie et qui a certainement le cerveau qui est dans une posture, il est en train de ruminer un tas de choses, si on veut s'occuper de ça, on s'occupe de nouveau des effets. En fait, le fait d'être anorexique peut t'amener à avoir des effets psychiques. Et un effet psychique peut très bien te créer une tension à un endroit ou créer un déséquilibre qui t'amène à cette anorexie. Donc, simplement, par quel bout est-ce qu'on corrige? Je veux bien qu'on le corrige par un autre bout que par un bout physiologique. Mais alors, il faut avoir affaire à des personnages compétents, et ce n'est pas des psychanalystes. Je sais très bien que dans le monde traditionnel, il y a des maîtres qui, eux, tu vas les trouver, leur rayonnement, ou par le yoga, ou par ces choses-là, tu vas retrouver ton équilibre, parce qu'il existe des techniques et des façons d'aborder les choses au plan psychique qui te rétablissent l'équilibre. Mais ce n'est pas dans ce monde-là qu'on va les trouver. Donc la psychologie, la psychanalyse traite des symptômes psychiques et psychologiques plutôt que les... Et puis j'essaie de les traiter avec des connaissances qui sont totalement... comment est-ce qu'il faut dire ça? Qui n'en sont folkloriques, dans le sens que c'est une idée qu'ils ont des choses, puis ils croient qu'ils vont pouvoir, simplement parce que tu crois que tu vas réussir quelque chose, c'est déjà réussi d'avance. Non. Je finis ma phrase, donc plutôt traiter la cause que les symptômes. Ben voilà, ben la cause, elle se trouve sur un plan physiologique. Si on avait trouvé mais tu sais que la plupart ça y a une étude là-dessus, la plupart des maladies psychiatriques proviennent de déséquilibres à l'intérieur du corps. Il suffit de faire des réajustements par rapport à des déséquilibres dans le corps, un manque de ci, un manque de là, pour traiter les personnes. Ben voilà, une maladie, c'est toujours un déséquilibre en réalité. Donc c'est clair, hein. C'est sûr qu'il y a peut-être un intérêt aussi là-dessus de vouloir plutôt
traiter les malades, laisser les malades dans leur état plutôt que de les soigner. Je sais pas, oui, sûrement, il doit y avoir quelque chose comme ça, ouais, mais ouais. pas nécessairement de la part de celui qui essaye de soigner. Lui, il peut y croire à son histoire, simplement. Son histoire, elle est née de n'importe quoi. Il faut rentrer dans un cadre où c'est du sérieux. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans le cadre des sciences traditionnelles. Voilà. Bon, ben on va rester là-dessus. Hein. Ouais, pourquoi pas, hein. Je te remercie. Toujours avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.